Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. Le ministre de la Santé Benjamin Humpati, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Toïfodé, le ministre de la Justice et de la Législation Séverin Quenom, le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji ont animé une conférence de presse conjointe hier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération à Cotonou. La dite conférence de presse partage les gros titres à la une des parutions de ce matin, des détails dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. En lieu et place du débat de ce matin sur Free Matin, la rubrique invité matinale est de retour pour ce numéro d'émission. Je reçois pour vous, chers amis internautes, ce matin, cette dame Médégan Fagla. Elle est députée à l'Assemblée nationale 8e législature. Elle est élue du parti politique Union progressiste dans la 15e circonscription électorale. Elle est là ce matin pour nous donner des éclaircissements au sujet du vote de la loi portant modification de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Elle commentera au passage la modification du code de la famille et le vote de la loi qui lutte davantage contre le harcèlement sexuel en République du Bénin. En sport, Aneldo me charge de vous annoncer que le Bénin abrite le tournoi international des centres de formation d'Afrique. 2 arbitres béninois ont pris part au championnat d'Afrique senior de badminton en Ouganda 2021. Nabil Yarou et son club Enyemba se qualifient pour le dernier tour de la Coupe de la Confédération africaine de football. La rubrique horoscope de ce matin sera présentée par Nanserine Fatoumbi. Elle me charge de vous annoncer que le signe de zodiaque le plus chanceux de ce 26 octobre 2021 est celui des Sagittaires. Il est prédit une journée tonique côté cœur. Les astres vous promettent de belles heures. La franchise et la tendresse seront à l'honneur et vous pourriez entrevoir de nouvelles perspectives. Dans le domaine professionnel, c'est le moment de lancer de nouveaux projets. La préface de cette émission ainsi présentée, chers amis internautes, on se retrouve juste après cette pub qui vous présente les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2021-2022 à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur nous propose comme titre ce matin en manchette: polémique autour des lois sur l'IVG, les infractions commises à raison du genre et le code de la famille. Le gouvernement recadre. Aucune de ces lois n'instaure la pagaille, bien au contraire, elle réglemente, encadre et protège. Toujours à la une du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Tameyon et Rontondi passent à l'instruction. Le juge estime que les faits à eux reprochés sont d'ordre
criminels. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Société béninoise d'énergie électrique, le directeur général Paradis déchargé et remplacé. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur nous informe que pour atteinte aux mœurs, des prostituées ont été interpellées. Le pays émergent titre ce matin en manchette, semaine culturelle du Bénin à Paris. Denis Assongba, le promoteur du festival Africa Vaudou au pays de Macron, ces objets que nous retirons aujourd'hui qui constituent la mémoire de notre peuple sont en même temps notre identité et notre patrimoine culturel, dit le président de l'ONG Mido Gbekpo. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, deuil dans le monde du noble art béninois, Rombo Constant Togbaoum, très attristé par le décès du président Espérant Noutaïs, des entraîneurs Achille Adjaro et Martin Patrick. Toutes mes compassions aux familles éplorées, titre le confrère ce matin. Les 4 vérités à la une ce matin, polémique au sujet de la loi sur l'avortement au Bénin. Yakubu Malehossou invite la population au calme. Les députés ont encadré l'avortement, ils ne l'ont pas légalisé, explique-t-il. Des détails sur les dites explications à la page 3. Toujours à la une du quotidien, les 4 vérités de ce matin. Vote de la loi sur l'avortement, le pasteur Michel Alokpo fait des propositions. Le débat continue, 6 questions pour comprendre. Des détails aux pages 10 et 11 de la livraison de ce matin du journal Les 4 vérités qui propose également comme titre à la une ce matin. 26 octobre 1972, 26 octobre 2021, il y a 49 ans, le coup d'État. Le Canard vous retrace l'historique de cet historique coup d'État. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette adhésion des militants Foscori pour un Bénin émergent FCBE au bloc républicain. Militants et populations adoubent les efforts de l'honorable Hassan Seibou. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, réforme pour la protection de la femme, le gouvernement clarifie. Des détails sur la conférence de presse conjointement animée hier au ministère des Affaires étrangères à la page 3 de la page de ce matin de Le Béninois libéré qui propose également comme titre à la une ce matin. Révélation du Bénin par Patrice Talon et Gbadamassi fut un prophète. Toujours à la une du quotidien, Le Béninois libéré de ce matin, entretien avec le secrétaire général de la Nouvelle Alliance autour de leur position politique. Ce qu'il en dit vous est relayé à la page 10. Matin Libre publie ce matin en manchette les logos des formations politiques ci-après. Foscori pour le développement du Bénin FCDB, Bloc républicain BR, Parti du renouveau démocratique PRD, les démocrates LD, Union progressiste UP, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, le Canard titre, débat sur la légalisation de l'avortement, parti politique, ONG féministe, de l'hypocrisie, s'exclame le confrère, bravo tout de même à l'église catholique. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, éducation, ça grogne chez les aspirants Covid-19 au Bénin. La CSA Bénin plaide pour la gratuité du test Covid-19. Le matinal en manchette parle de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse au Bénin. Le gouvernement désamorce la bombe de la polémique. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, SB2E, le directeur général Paradis limogé ou en congé, s'interroge le confrère ce matin. Le quotidien Défi Info, titre en manchette ce matin, silence inquiétant de l'INF sur la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, complicité ou attentisme de Claudine Prudencio, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une de Défi Info de ce mardi, simplification du paysage politique national à l'ère de la rupture. Adrien Humbedi du PRD, un os dans la gorge de Talon, s'interroge le confrère. Le quotidien de service public, titre en manchette ce matin, protection de la femme au Bénin, le sens des nouvelles dispositions législatives. Des détails à la page 16 de la livraison de ce matin du quotidien de service public qui a également titré à la une ce matin, rencontre Talon Yahi, les évêques expriment leurs attentes. Toujours à la une du quotidien de service public, Assemblée nationale, la session budgétaire s'ouvre ce mardi. L'économiste à la une ce matin, titre renforcement de partenariat, le VP de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale au Togo et au Bénin. Des détails sur ce titre à la page 3 de la livraison de ce 26 octobre 2021 du premier quotidien économique du Bénin qui propose également comme titre à la une ce matin, médiateur de la République du Bénin, Pascal Essou accueille son homologue du Burundi. Ce sera tout pour la
présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, la ministre des Affaires sociales, Véronique Toin-Ifode, le ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom, et le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, ont animé une conférence de presse conjointe hier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération à Cotonou. La loi portant modification de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, la loi numéro 2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de la protection de la femme en République du Bénin était au cœur des échanges. Selon le ministre de la Santé, la loi prévoit les cas d'interruption volontaire de grossesse IVG qui peuvent recueillir la demande d'IVG et où cela peut se faire. La loi interdit et punit la promotion de l'IVG selon Benjamin Humpati. À en croire le ministre, une obligation de conseil est faite au médecin qui doit pratiquer l'IVG. Celui-ci doit expliquer à la femme et aux parents de la fille mineure l'entreprise dans laquelle elle s'engage ainsi que les conséquences éventuelles. L'interruption volontaire de grossesse est suffisamment encadrée, a martelé le ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom. L'objectif de la loi n'est pas de contrôler les naissances, a précisé le garde des Sceaux. Pour les conférenciers, le vote de la loi modificative de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction sonne la fin de l'hypocrisie face aux conséquences des avortements clandestins. Jacques Paradis n'est plus directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique. Selon les informations publiées par Bénin Web TV, il a été limogé de son poste. Une décision du conseil d'administration qui a désigné son remplaçant par intérim. Francis Perani assure désormais l'intérim à la tête de la direction générale de la SB2E pendant 30 jours. Il remplace Jacques Paradis qu'on croyait en congé suite à la décision du conseil d'administration. Les raisons de son limogeage restent encore inconnues. Le représentant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a été déclaré persona non grata par le gouvernement malien hier lundi. Il dispose de 112 heures pour quitter le pays selon les dernières informations en provenance de Bamako. La télévision nationale malienne ORTM rapporte, je cite, « Le gouvernement de la République du Mali a décidé de déclarer persona non grata le représentant spécial de la CEDEAO au Mali au vu de ses agissements incompatibles avec son statut. Cette décision intervient après plusieurs mises en garde adressées à l'intéressé à travers sa hiérarchie. Les aspirants au métier d'enseignant AME donnent de la voix et expriment leur mécontentement. Ils ont décidé ce lundi 25 octobre de mener un mouvement de protestation sur l'ensemble du territoire national. Le Bénin dispose désormais de la loi portant code de l'administration territoriale. La loi numéro 2021-14 du 21 octobre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin est une initiative du gouvernement qui envisage d'impulser un réel développement dans les communes du Bénin. Une équipe de notre rédaction a sillonné la ville de Cotonou au lendemain du vote de la loi afin de recueillir quelques impressions des citoyens sur cette nouvelle législation. Suivant les réactions diverses au micro de Colombe Oussou, Nansirine Fatoumbi et Jefté Hungé. En toute chose, il y a le côté positif et le côté négatif. Nous avons mis trop de politique dans la gestion des communes. Ils ont mis trop de politique, je vais dire. Et ce n'était pas la faute des maires, c'était la faute de l'exécutif qui, en voulant toujours s'éterniser au pouvoir, a tout fait pour régner en maître, même dans les mairies. Et les maires ne font pas leur travail. Quand on prend le budget, c'est pour faire de n'importe quoi avec. Je remercie les députés de talent. Parce qu'ils ont voté la loi pour la gestion de la mairie ou bien. Je dis bravo pour les députés qui sont à l'Assemblée nationale du Bénin. Donc, j'invite le gouvernement de faire tout possible, de surveiller toutes les mairies du Bénin. Un franc ne bouge pas dans la caisse de l'État. On doit surveiller. Parce que la manière qu'ils ont élu là. Donc, je ne peux pas attendre qu'aucun maire
a dit que Talon n'est pas bon. Je ne peux pas attendre qu'aucun maire va dire que Talon est mauvais. Non, cette loi a sauvé les maires pour aller à la criette. Parce que, bon, là maintenant, les maires ne sont plus rien. Eux, ils sont des... comment il va dire? Les maires ne gèrent plus. Donc, eux, ils sont là pour la forme seulement. Donc, ça sauve aussi les maires pour la prison. Pour la prison. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec cette loi. Donc, le mieux, c'est de dire directement que le secrétaire est devenu le nouveau maire. C'est mieux. Mais le maire va rester là. Lui ne peut rien faire. Et c'est le secrétaire qui va tout exécuter. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des choses quand même qu'il faut saluer, qui contribuent tant bien que mal au développement du pays, qui est le vœu cher à tout le monde. D'accord? Et je pense que dépolitiser la gestion de nos mairies et autres, je pense que c'est quelque chose à saluer. Bon, le maire n'est plus le tout-puissant et qui pourra, en fonction peut-être de ses desiderata personnels ou bien partisans, ordonner des dépenses et faire ce qu'il faut. En tout cas, ce qui serait du ressort, peut-être ce qui profiterait peut-être à son parti d'origine. Je pense que ça va aider. Ça va aider à une meilleure orientation des ressources de l'État, des communes. Je pense que, bon, pour le moment, on peut saluer quand même cette initiative. Depuis des années, on dit Cotonou, c'est plus d'1 milliard de budget on vote à Cotonou. Mais rien n'a changé à Cotonou. Qu'est-ce qui a changé? Vous voyez le pavé qui passe par Ologuedela? Est-ce que vous voyez le pavé de Ologuedela, le pavé de Ologuedela? Là où ce gros passe là, le pavé là, vous avez vu ça? Et devant la mairie là, plus d'1 milliard, on vote pour le budget. Rien n'a jamais été fait. Et chaque fois, on vote des budgets pour ça. On prend toujours, on met toujours la politique devant. Si aujourd'hui, maintenant, on a un secrétaire exécutif, c'est bien. Et si le secrétaire exécutif avec le temps, lui-même ne change pas et devient aussi politique, il n'y a pas de problème. Mais si lui-même va changer encore, ça veut dire que la loi là ne marche pas. Mais si toujours le secrétaire exécutif, parce que selon ce qui est dit, il aura un mandat de 5 ans ou bien renouvelable et tout ça là. Je ne maîtrise pas trop ce qu'ils ont dit, mais c'est déjà une bonne idée. Le maire saura qu'il est politicien, il fera sa politique et le travail serait fait de façon normale. C'est une bonne idée. Mais toujours derrière cette idée-là, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée-là, nous on ne sait pas. Vraiment, c'est une loi de trop. Je ne suis vraiment du tout pas content de cette loi. Ayant été ou étant un élu local de 12e arrondissement ici, là, je ne suis vraiment du tout pas content de cette loi qu'ils ont votée. Où l'État va encore nommer des secrétaires dans les mairies, dans les arrondissements. Pour en faire quoi? Tout ce que les CA, les maires vont faire, l'État a déjà un agent percepteur. L'État a son représentant dans chaque mairie. Maintenant, on veut encore nommer un autre secrétaire. C'est pour contrôler la gestion. Tout d'abord, les mairies ne sont même pas gérées des maires, même, des CA même. Actuellement, à l'heure où je vous parle, les mairies ne sont jamais gérées par les maires même, ni les arrondissements. C'est toujours l'État qui les gère. Si les chefs, les maires sont vraiment dans la vision, même vision que le chef de l'État, il n'y aurait pas de nid de poule à Cotonou comme ça. Si les maires sont vraiment dans la même vision que le chef de l'État, nous n'allons pas implanter des feux tricolores qui ne vont pas s'allumer. Donc, gestion de la mairie, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Les gens ont grogné. Chaque jour que Dieu fait, les citoyens en parlent. Mais ces maires-là ne disent rien. Si les maires aussi pouvaient bien faire leur travail, bon, on n'a pas besoin d'un secrétaire exécutif. C'est parce qu'ils ne font pas bien le travail. Je ne sais pas comment les choses se passent, par exemple,
en France, parce que c'est toujours la France que nous copions tout le temps. C'est la France que nous copions tout le temps. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais si c'est aussi comme ça, il vaut mieux que ça se passe aussi comme ça. Mais si le secrétaire exécutif a un cahier de charge et qu'il respecte normalement le cahier de charge et que les budgets qui sont votés chaque année par la mairie sont exécutés normalement, ça passe. Et là, parce que ce que je suis en train de voir, parce qu'on a dit que c'est l'État central qui aura un fichier pour les secrétaires exécutifs, c'est de là que les maires vont choisir. Ça veut dire que l'État central veut toujours avoir une main dans les mairies. Or, on a parlé de la décentralisation. C'est vrai que même si on dit décentralisation, c'est l'État à la base. Mais on dit l'État à la base, la population à la base a voulu choisir quelqu'un qui peut rester à la tête de cette commune pour pouvoir mieux gérer la commune. Mais si on prend la personne pour mieux gérer la cité et que c'est un autre secrétaire exécutif qui quittera peut-être le gouvernement ou la présidence, ça serait un peu compliqué. C'est bien vrai, on a dit qui fera le choix, on va lui faire une liste, il fera un choix dedans, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne maîtrise pas tous les paramètres. Mais l'essentiel est qu'il faut écarter un peu la politique et qu'on travaille pour la population. Parce que c'est notre argent. C'est l'argent de la population. On paie les taxes, vous voulez, vous ne voulez pas, vous allez payer. Vous voulez, vous ne voulez pas, on vous impose, vous allez payer. On prend notre argent, on ne fait rien avec. L'argent de l'État doit rentrer dans la caisse de l'État. Ils doivent faire tout possible. Les impôts. L'argent des impôts, l'argent de, comment on appelle, le papier, comment on appelle, l'argent qui, le papier de la parcelle, ou bien un titre foncier, on doit faire tout possible, ça doit être, on doit faire ça dans le trésor public pour que notre pays, le Bénin, va évoluer. Si autour de ça, il n'y a pas d'autres, je ne sais pas, au-delà de ça, s'il n'y a pas d'autres ambitions de façon, de nature à compromettre encore le développement, je pense que c'est bon. En tout cas, pour ma petite opinion, je pense que ce n'est pas mal. Une centaine de Béninois de l'extérieur se sont constitués en société anonyme simplifiée afin d'œuvrer à la construction de leur pays. Dénommée Diaspora Bénin Active SAS, l'entreprise a été mise sur les fonds baptismaux à la faveur d'une assemblée générale constitutive dimanche dernier à Porto Novo. Le compte rendu est signé Setondé Larios Adiagbenon. Des Béninois de la diaspora fédèrent leurs forces pour mieux participer au développement socio-économique du pays. Après environ 2 ans de conciliabule, Romain Akpo et ses compatriotes ont créé une société, Diaspora Bénin Active, dont le siège social est basé à Porto Novo. Diaspora Active Bénin est une société par action simplifiée. Donc ça veut dire que nous sommes tous des actionnaires au sein de cette société-là. Et notre capital aujourd'hui est estimé à 24 millions de francs CFA, soit 1200 actions souscrites à ce jour. Nous sommes 45 actionnaires résidant dans 6 différents pays, dont le Bénin, le Japon, l'Italie, la Belgique, la France et l'Angleterre. La DAP SAS se veut un réseau de création des opportunités d'affaires. Notre mission principale est de mobiliser et de fédérer des ressources humaines et financières en vue de créer conjointement des activités génératrices de revenus au Bénin et d'améliorer également significativement notre contribution au développement socio-économique de notre pays. Nous avons plusieurs domaines dans lesquels nous souhaitons investir. Nous souhaitons investir dans le domaine agricole, dans le domaine industriel. Nous souhaitons investir également dans le domaine, dans les activités commerciales, telles que l'enseignement professionnel, la santé, l'hôtellerie, le transport, l'immobilier et la finance. Pour une gestion efficace de l'entreprise, des Béninois résidant sur le territoire national vont travailler en symbiose avec ceux de l'extérieur. Il faut dire qu'on a toujours besoin de travailler pour le développement de notre pays. On a besoin de nous donner la main
pour regarder dans la même direction et contribuer au repositionnement de notre pays. Le premier corps de métier sur lequel on est en train de travailler, c'est un peu la transformation de la tomate en purée ou en concentré de tomate. Et donc, quand vous voyez un peu le niveau de perte post-récolte, il y a des difficultés. Nous n'avons souvent pas la ressource, mais dès qu'on l'a, en une petite période, ça doit se gâter parce qu'on n'arrive pas à transformer. Donc il faut désormais qu'on commence par travailler sur ce dossier-là pour récupérer tout ce qu'il y a comme fruits, comme légumes, pour mieux les transformer, pour qu'on puisse les valoriser dans le temps et dans l'espace. L'acte fondateur de la société pris avec l'Assemblée générale constitutive place désormais à la mise en œuvre des différents projets pour le rayonnement du Bénin. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaila Dekan, a échangé vendredi dernier avec les nouveaux responsables des universités publiques du Bénin. Réunis à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA de Cotonou, les nouvelles autorités universitaires ont reçu auprès de l'autorité ministérielle des consignes précises au sujet de leurs missions respectives pour une réussite de cette dernière. Le compte rendu de la séance est signé Setondé Larios Adjagbenon. Le gouvernement béninois veut imprimer une nouvelle dynamique aux universités nationales. Afin de permettre une meilleure compréhension du rôle et des responsabilités de chaque acteur, Eleonore Yaila Dekan, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a pris langue avec les nouvelles autorités universitaires lors d'une rencontre à ISBA de Cotonou. Cette rencontre nous a permis de mieux comprendre ce qui revient à chacun en termes de mission, en termes de responsabilité pour dégager les engagements conséquents. Nous avons abordé ces missions dans leur contenu, dans leurs différentes dimensions. Et vous avez montré que vous connaissez déjà l'environnement et que vous connaissez la nouvelle mission qui n'est pas l'ancienne, puisque le positionnement des universités a connu une modification. Aujourd'hui, les universités publiques du Bénin doivent fonctionner comme des unités de production. Nous avons compris que nos universités sont devenues alors des unités de production de qualité. Et quand nous disons production, nous comprenons bien que ce n'est pas des unités de production commerciales, mais c'est des unités de production intellectuelle, des unités de production scientifique en matière de réponse à donner aux problèmes qui se posent à la communauté. Sur cette base, nous savons que nous ne devons plus alors faire les choses comme on a l'habitude de le faire. L'élément de responsabilité devient un élément cardinal. Et recteurs, et vice-recteurs, et directeurs des établissements vont devoir agir sur certains leviers. La recherche universitaire est le socle de nos universités publiques. La recherche universitaire est la nervure principale de nos universités pour, n'est-ce pas, atteindre ces objectifs-là. Le gouvernement doit accompagner à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour booster, n'est-ce pas, ce domaine de la recherche. Alors, une nouvelle gouvernance doit être observée pour faciliter un tant soit peu la recherche universitaire au Bénin. Il va falloir que les nouvelles équipes rectorales mettent en place un système de suivi, de contrôle qui puisse permettre réellement d'analyser et d'apprécier avec précision et assez de rigueur quel est réellement l'apport de la coopération dans le développement socio-économique de notre pays. Et ce faisant, cela part d'abord par la mise en place de coopération efficace, la mise en place de partenariats gagnant-gagnant et un accent particulier doit être mis sur le partenariat public-privé. Des infrastructures à l'épanouissement des étudiants, en passant par le renforcement du corps enseignant, la ministre Eleonore Yaila Dekan et ses interlocuteurs ont discuté de plusieurs sujets relatifs au rayonnement des universités publiques du Bénin au cours de cette rencontre. À présent, je vous propose de suivre une synthèse de quelques sujets abordés au cours de la séance de travail. Je vous invite à suivre la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaila Dekan, au micro de Larios Setondé Adjagbenon et de Emmanuel Akogou. Nous avons abordé les chantiers urgents
et il était question de s'occuper rapidement de la prise en charge de nos étudiants en lançant le processus d'inscription et de permettre que les cours démarrent très rapidement en vue d'éviter d'avoir des retards dans la transition des PV. Vous savez que l'année qui vient de s'achever, on nous donne jusqu'au 31 décembre de cette année pour envoyer tous les résultats. Ça ne veut pas dire que nous attendons tous le 31 décembre. Nous félicitons tous les établissements qui ont déjà envoyé leur PV. Il y a même des universités entières qui ont déjà envoyé les PV au niveau de la direction des bourses et aides universitaires. Ainsi, nous allons rentrer dans cette vision et dans cette ambition de pouvoir donner des allocations à nos étudiants boursiers ou bénéficiaires d'allocations diverses pour pouvoir les accompagner pendant que l'année est en cours. En dehors de cela, nous avons compris également que nous devons faire en sorte que tous les enseignants soient présents, non seulement à leur poste, mais en même temps dans leur enseignement, mission d'enseignement de qualité. Il n'est plus question que les enseignants confient leur mission entièrement à leurs assistants. C'est vrai qu'ils ont la responsabilité d'accompagner leurs assistants en leur donnant de temps en temps des missions de TD, des travaux pratiques, parfois selon leur niveau d'évolution, quelques enseignements sous notre contrôle. Nous avons également compris que le chantier des assistants, puisqu'il manque de façon cruelle des assistants, que ce chantier-là, nous avons dit que ce chantier connaîtra en même temps un début dès les instants qui viennent, en ce sens que le processus de recrutement des aspirants à la fonction d'enseignant va être lancé par les organes adéquats et ainsi nous allons donner la possibilité à tous nos assistants qui sont nombreux qui attendent cela de pouvoir rentrer dans la base et à la suite de laquelle le recrutement devra pouvoir s'opérer. Vous avez exprimé votre besoin de recrutement massif parce que des situations se sont accumulées, les départs à la retraite, et les postes qui ne sont pas pourvus. Et ainsi, nous avons les enseignants qui sont écrasés dans leur mission. Le seul enseignant qui a des heures de cours énormes et que nous ne pouvons pas prendre en compte parce que lorsque nous parlons des heures supplémentaires, nous avons mis évidemment un plafond à ce niveau. Ça avait cette tendance à démotiver les enseignants et à abandonner donc les salles. Nous avons compris qu'il faut également aller très rapidement sur ce chantier. Pour le chantier de la recherche, qui est une nervure essentielle, nous avons compris que les engagements sont très forts. La politique nationale de la recherche et de l'innovation est en cours d'adoption au niveau du gouvernement. Il reste à ajuster un certain nombre d'éléments pour traduire parfaitement la vision du chef de l'État et de son gouvernement pour permettre l'adoption. Dès lors que c'est adopté, ça devient un instrument de référence pour nourrir toutes nos ambitions dans nos intentions de recherche et de pouvoir apporter des solutions aux problèmes de la nation. Et nos étudiants ont occupé une place de choix dans nos réflexions. Comment faire en sorte que nous soyons un peu plus à leur écoute, malgré leur maladresse. Parfois, que nous soyons indulgents à leur endroit, que nous puissions les accompagner pour nous assurer de leur meilleure insertion. Nous savons que tout le monde a déjà la parfaite compréhension de cela, donc ce n'est pas nouveau. On s'est rappelé simplement ces missions et nous avons pris l'engagement de pouvoir donner donc ce signal fort et de montrer que oui, pour certaines personnes, c'est des personnes connues, peut-être dans des postes qui reviennent, mais c'est toujours les mêmes personnes, mais dans une nouvelle mission qui est responsable.
Et pour finir, la maladie de la prostate est une pathologie dont la survenance crée la panique et son traitement se révèle coûteux. Yaovi Azonsi, un infirmier togolais intervenant dans une formation sanitaire où se pratiquent les opérations de la prostate, a mis au point un traitement réputé efficace à Afagnan au Togo. Carles Kitome est allé à sa découverte. Suivez son intervention au sujet de la prostate. Je traite prostate à domicile sans couteau. Je fais ça indigènement. Des fois même, j'utilise des produits pharmaceutiques, mais précisément des indigènants. D'autres, je fabrique avec de la racine. Je mettais l'alcool dedans. Tu prends un verre matin, un verre le soir, tu vas pisser normal. Il a une herbe, je prépare ça à base de verre de palme. Vous prenez, vous allez pisser tout. Ça soit quelle n'importe prostate, adénome de prostate, hypertrophie prostate, néo de prostate. Seulement ce que je ne traite pas, il a prostate de la calcul vésiculaire. Donc il a pierre dans la vessie. Ça, je n'arrive pas à traiter ça. Ça, c'est l'opération qui fait ça. Calcul vésiculaire. Oui, oui. Prostate, parce que prostate, c'est une maladie. Des fois, ça dure à 10 jours, même 1 mois, même 2 mois chez moi. Des fois, c'est difficile. Tu donnes le produit, 3 jours, tu enlèves la sonde vesicale pour voir si la personne peut pisser. S'il ne pisse pas, tu vas replacer. Et je change le traitement. 3 jours, j'enlève. Si ça va, je contrôle l'urine. C'est clair, c'est rouge, je tourne ça. Toujours à base de la tisane. Non, non. Même ça, c'est une meilleure méthode, même ça. Pour ne pas avoir prostate, je vais dire, vous pouvez demander le préfet, notre préfet présentement. Pour ne pas avoir prostate, vous allez fréquenter une femme 21 coups dans le mois pour éviter prostate. Parce qu'il avait des vieux qui avaient 12 femmes, 24 femmes, mais ils n'ont pas eu le mot de prostate jusqu'à leur fin. D'autres disent que baiser trop, c'est ça qui donne prostate, non. Mais prostate, tout le monde en possède. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que prostate, si tu n'as pas de prostate, tu ne peux pas enceinter. Hein? Si tu n'as pas de... Parce que tout le monde a de prostate. C'est de là que le canal déférent prend spermatozoïdes pour envoyer à l'hormone des femmes. Et la femme grossit. Si on t'enlève prostate, tu ne peux pas enceinter. Ainsi prend fin ce bulletin matinal d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. La grande édition du journal télévisé sur EZA TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Place à présent à l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, c'est Dame Médégan Fagla. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes élu UP de la 15e circonscription électorale. C'est ça. Alors, la loi portant modification de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction fait couler beaucoup d'encre et de salive. En tant que parlementaire, qu'est-ce qu'on peut comprendre véritablement de cette législation? Alors, déjà, vous savez, nous sommes des constituants, d'accord? Les parlementaires sont ceux-là qui ont... avec le mandat du peuple, ont rédigé la Constitution. Et cette Constitution dit en son article 8 de façon explicite que l'État a l'obligation absolue de garantir l'accès à la santé à tous. Cette même Constitution dit dans son article 26 que l'État doit garantir, en tout cas que tous les individus, hommes comme femmes, sont égaux devant la loi. Donc, en tant que constituants, nous sommes obligés par moment de nous arrêter et de voter des lois qui nous permettent de rester conformes à nos tests et d'aller vers cette société égalitaire que nous prenons dans notre Constitution. Et effectivement, le gouvernement a apporté un projet de loi, un projet de modification d'une loi qui existe déjà, parce que j'ai beaucoup entendu que la 8e législature
à légaliser l'IVG. Et je voudrais dire haut et fort que c'est pas vrai, que c'est faux. C'est une idée, ce n'est pas une idée juste, tout simplement parce que l'interruption volontaire de grossesse est légalisée depuis 2003. À travers justement cette loi que vous venez de citer, la loi 2003-04 de mars 2003 sur la santé sexuelle et la reproduction. Oui. Donc, dans cette loi, il y a un article 17 qui est appelé, qui s'intitule interruption volontaire de grossesse, déjà, donc depuis 2003. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et effectivement, cette loi a donné un certain nombre de conditions dans lesquelles l'IVG peut être pratiquée. Les conditions sont celles-ci. Lorsque la grossesse est consécutive à un viol ou à une relation incestueuse, lorsque la grossesse est susceptible de provoquer le décès de la mère, de la femme qui la porte, ou lorsque cette grossesse, cet enfant, ce fœtus porte un handicap. Et le gouvernement nous a soumis un projet de loi bien motivé, enfin un projet de modification de cette loi bien motivé. Bien motivé dans quel sens? Voilà, qui dit que désormais, une femme peut demander l'interruption de grossesse si elle estime que cela est susceptible d'aggraver sa situation, ça peut apporter une détresse matérielle, psychologique ou professionnelle chez elle, en réalité. Vous, en tant que femme, est-ce que cette motivation du gouvernement vous paraît fondée? Absolument. Fondée, justifiée, fondée. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai soutenue. Parce que, vous savez, l'avortement est un acte médical décrit par l'OMS qui doit être pratiqué selon un certain nombre de processus qui sont connus et réglementés. D'accord? Et lorsque ce n'est pas pratiqué dans ces conditions, les conséquences sont énormes. Le gouvernement nous a exposé les conditions. Je voudrais vous rappeler que nous avons un ministre... Les conditions? Oui, alors, laissez-moi finir, je vous en prie. Oui. Le gouvernement nous a... N'oubliez pas que nous avons un ministre de la Santé qui est gynécologue, que nous avons une ministre des Affaires sociales qui est gynécologue et qui ont pratiqué avant d'accéder à leur haute fonction. Donc, lorsque ces deux ministres exposent les motifs, et le ministre de la Justice qui apporte également son éclairage compte tenu des conséquences que ça peut apporter dans la vie des personnes, vous n'avez pas d'autre choix que de soutenir. Les différents ministres nous ont expliqué qu'en République du Bénin, le nombre d'avortements clandestins est élevé, puisque de toute façon, lorsque ce n'est pas dans les trois cas qu'on a cités précédemment, tout type d'avortement est forcément clandestin maintenant. Et du coup, sachant que le nombre de personnes, le nombre de femmes qui décident d'avoir une interruption volontaire de grossesse parce que la grossesse est tout simplement indésirée est beaucoup plus nombreux que le nombre de femmes qui subissent une grossesse ou qui décident d'aller vers une IVG parce que c'est une grossesse issue d'un viol ou voilà, le nombre est beaucoup plus élevé parce qu'aujourd'hui nous avons un accès un peu plus libre aux relations sexuelles, n'est-ce pas? Et ils nous ont expliqué que chaque année, nous avons 200 femmes qui décèdent de ça, des suites des avortements, des IVG pratiqués dans des conditions pas recommandées par des personnes non compétentes. Et ça, c'est le nombre de cas qu'ils n'arrivent pas à sauver. Mais qu'il y a un certain nombre de cas qu'ils ne voient pas, de femmes qui ne viennent pas dans les hôpitaux, même lorsque ça s'aggrave et qui décèdent en silence, dans le silence. Et il y a également les conséquences sur la vie de la femme. Ils nous ont expliqué que la plupart des difficultés à enfanter lorsque la femme se retrouve dans son foyer sont bien souvent liées au fait que dans le passé, il y a eu des avortements. Les femmes se retrouvent avec des utérus perforés, avec leur utérus perforé, parce que la personne qui l'a faite a pratiqué, a utilisé un matériel inadapté. Donc les conséquences sont là. Et l'État a le droit, je vous ai dit tout à l'heure que la Constitution, dans son article 8, dit que l'État a l'obligation absolue. Je vais vous lire la Constitution. Allez-y. L'article 8 de la Constitution dit « La personne humaine est sacrée et inviolable. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. À cet effet,
il assure à ses citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à la formation professionnelle et à l'emploi. Donc arrêtons-nous sur à la santé. À partir du moment où on refuse à des femmes qui ont déjà pris la décision d'aller vers cet acte-là, à partir du moment où on leur refuse l'accès à cet acte médical, on n'est plus dans la Constitution. Alors, c'est David Médigan-Fagla, ce que vous dites, c'est assez beau, mais lorsqu'on vous ôte votre touche de député et d'actrice politique, est-ce que vous êtes pro-avortement? En tant que citoyenne, oui, vous savez, j'estime que l'avortement, dans tous les cas, pour notre conscience, par rapport à notre foi, à nos croyances, à nos us et traditions, est quelque chose de pas très bien. Parce que on sait, en tout cas, dans notre coutume, dans nos croyances, on se dit que c'est Dieu qui donne la vie et que nous n'avons pas le devoir, d'y toucher. La vie humaine est sacrée. Mais vous savez, chacun est libre. La foi, en fait, l'accès à la foi même est quelque chose de privé. Et si vous commettez, on commet des péchés tous les jours. N'est-ce pas? La société ne nous punit pas parce qu'on commet des péchés. On commet des péchés tous les jours, même dans notre vie classique et tout. Pas forcément grave, plus ou moins grave. Mais on sait qu'on en répondra au dernier moment où on aura le dernier jugement une fois qu'on sera face à notre Dieu. Mais ça engage chaque individu. L'État est obligé de sauver chaque individu, est obligé de sauver, de tout mettre en œuvre pour sauver toutes les personnes qu'il peut sauver. Et c'est ce que l'État béninois fait. L'outil est là, la loi est là. Ces femmes qui décident d'y aller, qui le font, elles le font. On ne peut pas dire que les femmes n'avortent pas au Bénin, qu'il n'y a pas d'avortement. Les femmes dans leur foyer avortent, les jeunes filles avortent, des religieuses avortent. Les religieuses avortent. Des hommes envoient, les hommes envoient leurs copines, leurs femmes procéder à une interruption volontaire de grossesse. C'est dans toutes les couches sociales. Est-ce que vous dites en quelque sorte que le débat que nous avons aujourd'hui, c'est un débat hypocrite en quelque sorte? Alors, un petit peu quand même, qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Personne ne peut dire qu'aujourd'hui qu'on ne connaît pas, personne ne peut prétendre ne pas connaître une personne qui n'a pas eu recours à l'avortement, à l'IVG. Et vous savez, plein de témoignages me sont venus de situations où les personnes sont décédées, ou des conséquences sur la santé de la personne. On a eu plein de témoignages, donc personne ne peut dire que ce n'est pas vrai. Et vous savez, l'État a le devoir de donner cet accès égal, un accès égal à cet acte médical à tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de pratiquer ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de pratiquer cela. Somme toute, cette loi résout quel problème? En quelques mots. Alors, le problème que ça résout est celui-ci. Dans tous les cas au Bénin, il y a un certain nombre de femmes qui décident d'aller avorter, de filles ou de femmes qui vont faire une interruption volontaire de grossesse parce que la grossesse n'est tout simplement pas désirée, parce que, je dis bien dans 99% des cas, l'homme en face, qu'on appelle le partenaire sexuel, refuse cette grossesse et leur dit de façon implicite d'aller procéder à une IVG. Et une fois que cette femme-là est décidée qu'elle veut le faire, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Il faut qu'on ait conscience de ça. Et donc, ces femmes qui font ça, qui ont l'habitude d'aller le faire chez des charlatans, chez des personnes qui n'ont aucune compétence, qui n'ont aucune formation dans ça, vous avez pris votre décision, vous allez le faire. Il n'y a pas de souci. L'État n'a pas là pour vous juger. Vous allez en répondre avec Dieu, certes, mais c'est un acte médical. Vous y avez accès. C'est le problème que l'État résout. Et l'avortement... Mais qui prend en charge les frais? Je vais finir. Oui. L'avortement, l'OMS le dit, l'OMS l'a écrit, que lorsque l'avortement est pratiqué par des personnes compétentes selon les procédés recommandés, oui, il est sans risque. Lorsque l'IVG est pratiquée dans les conditions requises, elle est sans conséquence en réalité sur la vie future de la femme, etc. Donc voilà. Voilà, entre autres. Alors, lorsque nous parlons de cette loi, il y a également le code de la famille qui a été touché, qui fait couler beaucoup d'encre de salive également. Qu'est-ce qui a été modifié à ce niveau-là? Alors, principalement, ce qui fait couler
couler beaucoup de salive, beaucoup d'encre chez nous, c'est le fait de permettre à la femme désormais de rajouter, en tout cas la possibilité que la femme a de rajouter son nom de famille au patronyme de son enfant. Alors, ce que la loi permet aujourd'hui, c'est ceci. Dans un couple normal, où tout va bien, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, c'est l'homme qui transmet son patronyme. L'enfant porte le nom du père, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la loi dit que si les deux s'entendent, s'ils sont tous les deux d'accord, si c'est un couple plutôt moderne qui a d'autres, comment on appelle, a d'autres valeurs, a d'autres besoins, qui a des raisons pour aller ainsi, pour procéder ainsi, ils peuvent décider d'ajouter le nom de la mère, le patronyme de la mère à celui du père. Voilà, à celui du père. Ou de choisir de ne donner que celui du père, ou de choisir de ne donner que le patronyme de la mère, ou donc les deux, comme on a dit, dans l'ordre qu'ils veulent. Ils peuvent décider de mettre le nom de la mère avant et le nom du père après, ou vice-versa. C'est ce que la loi dit aujourd'hui. Voilà, mais ce qui crée le tollé général, c'est que les gens estiment que l'intention n'a pas été mûrie, parce que, étant donné que lorsque nous avons par exemple un couple qui naît peut-être, je donne l'exemple par exemple, Gbadamassi et peut-être Sossou par exemple, donc ça fait, l'enfant s'appelle Gbadamassi Sossou. Gbadamassi Sossou rencontre peut-être une fille aussi qui peut-être porte les noms comme par exemple Fatumbi et Olafa, donc ça fait Gbadamassi Sossou, Fatumbi, Olafa. On estime qu'à un moment donné, on aura peut-être des difficultés peut-être à prononcer le patronyme de certains enfants, parce que l'enfant va se retrouver peut-être avec peut-être 6 patronymes. Alors merci de m'avoir posé cette question, et ça veut dire que nous prenons les informations, ça montre combien nous prenons les informations de façon parcellaire et qu'on ne va pas jusqu'au bout. Cette même loi dit que lorsque les parents ont plusieurs noms, 2 ou 3 noms, ils doivent choisir celui qu'ils transmettent à l'enfant. Donc si j'ai 2 noms de famille, je choisis celui que je transmets à mon enfant. Vous comprenez? Donc dans tous les cas, les enfants n'auront que 2 noms de famille sur leur acte de naissance jusqu'à la fin. Donc il n'y aura pas plus de 2? Il n'y aura pas plus de 2. On dit que chacun choisit un seul nom à donner à l'enfant lorsqu'ils en ont plusieurs. Lorsqu'ils en ont plusieurs. Donc Gbadamassi Sossou, l'enfant qui s'appelle Gbadamassi Sossou, lorsque, si c'est un jeune homme, lorsqu'il va se marier avec une femme qui également aura 2 noms, ils choisiront, lui devra choisir si c'est Gbadamassi ou Sossou qu'il transmet, et elle aussi, elle devra choisir si c'est A ou B qu'elle transmet. Et c'est ce qu'ils vont décider qui sera inscrit sur l'acte de naissance de l'enfant. Merci pour ces éclaircissements. Donc, en clair, les enfants n'auront pas plus de 2 noms. Non, absolument pas. Ils n'auront pas plus de 2 noms. Alors, un peu plus tôt, vous avez voté une loi qui, quand même, j'allais dire, lutte contre le harcèlement sexuel. Vous, en tant que femme, on voit un peu militante sur votre page Facebook, un peu très active dans la défense des femmes. Qu'est-ce que cette loi-là apporte de concret aujourd'hui, lorsqu'on sait que la plupart du temps, ceux qui sont généralement inculpés sont des personnes, peut-être des personnalités politiques ou des personnes quand même assez fortes? Alors la fin de la question, je vais la mettre de côté d'abord parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais ce que cette loi dit est ceci. Vous savez, le harcèlement sexuel en République du Bénin était déjà réprimé. Le viol était déjà réprimé. Les mariages précoces, les mutilations génitales, les mariages forcés, tout ceci était déjà pénalisé à travers une loi, d'accord? Ce que cette loi vient de faire, cette modification du code pénal a permis de renforcer la répression, d'alourdir les peines et de dégager des circonstances aggravantes. Par exemple, lorsque vous êtes un enseignant et que celle qui est harcelée est votre apprenante directe. Voilà ce type de cas que nous avons mis en exergue. Et ce type de cas ira directement désormais à la criette. Et on dit également que toute liaison amoureuse entre un enseignant et son apprenante est interdite parce que on va estimer désormais que si la liaison amoureuse, même consentante, c'est qu'elle est consécutive d'un harcèlement sexuel. Et donc, voilà des innovations que cette loi a apportées. Le viol, aujourd'hui, donc sur mineurs de 13 ans, hein, en tout cas, toute relation sexuelle, toute pénétration sexuelle sur mineurs de 13 ans
est pénalisé, lourdement pénalisé aujourd'hui. Et tout viol sous mineur de 13 ans est pénalisé, c'est la perpétuité. Voilà. Donc, vous voyez, cette loi, en réalité, a permis d'alourdir un peu plus la répression sur les violences faites aux femmes, mais également sur les violentes commises à raison du sexe de la personne. C'est surtout ça, parce que même si un homme se fait harceler, il a bien évidemment le droit, si nous avons un lien de subordination et que c'est l'homme dans ce cas qui est dans lequel le subordonné et que la femme est le patron, ou la patronne, là dans ce cas, effectivement, il a le droit. Que ce cas est un peu rare. Dans notre société, ce cas est un peu plus rare. On estime que les hommes ont un peu plus de facilité pour se défendre. Dernière question pour finir. L'opinion estime que la 8e législature, étant donné qu'elle est composée exclusivement de partisans du chef de l'État, elle est considérée comme une caisse de résonance, c'est-à-dire que dès que le gouvernement pense, la 8e législature applique, et donc on estime qu'il n'y a pas de débat au niveau de la 8e législature. Ça me fait tellement mal quand j'entends ça. Je voudrais... vous savez, nous avons une radio hémicycle, d'accord, qui retransmet vraiment les débats parlementaires en temps réel, les débats parlementaires, qui en fait est dans la plénière, elle retransmet la plénière, mais au fur et à mesure, tout de suite, en temps réel. Donc, tous les Béninois peuvent suivre les débats en plénière à tout moment. Et ils verront que nous sommes tous sauf une caisse de résonance. Vous savez, les 3 lois-là ont suscité beaucoup de débats. Principalement, la loi sur la modification de la loi 2003-04. Ça a suscité beaucoup de débats. D'ailleurs, vous avez accès, les citoyens ont accès au compte rendu de nos séances en plénière. Il suffit de les lire. Et là, vous verrez qu'il y avait une partie qui était pour et une partie qui était contre. Ceux qui étaient contre, c'était principalement pour des dogmes, compte tenu des dogmes religieux, mais également, compte tenu de leur foi, des dogmes religieux de leur foi. Et ceux qui étaient pour. Certains étaient pour avec des conditions. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il a fallu que, d'ailleurs, à un moment, les groupes parlementaires se retirent, discutent entre eux pour aller dans un sens. Certains estiment que, malgré qu'il y ait eu d'opposition, tard dans la nuit, il y aurait eu une consigne qui est venue. Ah, pas du tout. Qui dit ça? Non, c'est ce qui est dit dans l'opinion. Ah bon? On estime que dès que c'est pensé par le gouvernement, tout de suite, malgré les débats qui sont effectués, à la fin, il y a une voix qui vient pour trancher. Non, vous savez, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les parlementaires que nous sommes ne sommes pas là pour représenter un groupe religieux. Ce n'est pas parce que je suis imam et que je suis au Parlement que je représente les musulmans ou les imams du Bénin. Ce n'est pas parce que je suis catholique, prêtre catholique, que je suis au Parlement, que je représente la communauté catholique du Bénin. Nous avons un mandat. Vous savez ce qu'on dit? Notre mandat n'est pas impératif. Notre mandat est national. Lorsque vous êtes élu député, vous représentez tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas de foi, y compris les athées. Vous devez défendre une personne qui ne croit en rien du tout de la même manière que vous défendrez vos fidèles. Donc, lorsqu'on a fini de faire nos débats et que chacun émet ses arguments et qu'on se retrouve, on se dit mais on est là pourquoi? Et qu'on relit nos tests, ça remet un peu les yeux en face des trous, comme on dit. Ça nous recadre un petit peu. On est là pourquoi? On se rappelle on se rappelle pourquoi on est là, quel est notre rôle, quelle est notre posture, notre position en tant que député. Et ça clarifie énormément de choses, croyez-moi. Merci à vous, c'est David Médégan Fagla, chers amis internautes. On retenait entre autres de ce bref entretien que notre invité à l'entame de son intervention a rappelé les missions et attributions des parlementaires. Elle a fait savoir que la 8e législature n'a pas légalisé l'IVG, mais que cette légalisation était effective depuis 2003. Elle a rappelé l'article 17 qui fait objet de polémiques et de controverses relatif à l'interruption volontaire de grossesse. Elle nous a fait savoir que on peut faire recours à l'IVG lorsqu'il s'agit d'un cas de viol ou lorsque la grossesse veut engendrer le décès de la mère ou lorsque le fœtus constitue un handicap. Elle a fait savoir que la motivation du gouvernement est fondée et justifiée. Elle a argumenté dans ce sens. Elle nous a appris ce matin que le ministre de la Santé et celle des Affaires sociales, les deux, à savoir Benjamin Humpati et Véronique Toing-Fodé, sont tous deux gynécologues. Elle a soutenu car le taux d'avortement clandestin est élevé en République du Bénin. Elle nous a donné au cours de cette émission une lecture de l'article 8 de la Constitution du Bénin. Elle a exposé
exposé les prescriptions de l'OMS en la matière. Au cours de son intervention, elle a également commenté le code de la famille qui a été modifié. Elle nous a fait savoir que si les parents ont plusieurs noms, les parents choisiront pour que l'enfant puisse avoir 2 noms et donc l'enfant n'aura pas plus de 2 patronymes. Elle a expliqué également les nouvelles dispositions de la loi contre les violences faites aux femmes et en fin d'émission, elle a invité à suivre la radio Hémicycle qui retransmet en direct les débats en plénière. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Très fidèle. Merci à vous, c'est Dami Médégan Fagla. Je rappelle que vous êtes élu Union progressiste de la 15e circonscription électorale. Merci d'avoir été dans nos côtés ce matin sur Free Matin, chers amis internautes. J'installe à présent Anaël Dou pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce mardi 26 octobre 2021. Le Bénin va abriter du 27 novembre au 11 décembre 2021 le tournoi international des centres de formation de l'Afrique. Le président de la Fondation internationale Issa Hayatou, Anoï Castro, face à la presse le samedi dernier, a donné des précisions. Ainsi, il est donc à noter que des centres de formation de 7 pays, dont le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, la République démocratique du Congo, la Guinée-Conakry, le Cameroun et le Bénin, pays hôtes, vont prendre part à ce rendez-vous sportif. Rappelons que la compétition est organisée par la Fondation internationale Issa Hayatou en collaboration avec le club grec Makedonikos FC. Côté badminton, à présent, le Bénin est honoré dans l'arbitrage. Salomon Novignon et Honorine Vitoou ont pris part au championnat d'Afrique senior de badminton Ouganda 2021. Salomon Novignon a reçu la lourde responsabilité de la confédération d'officier la finale simple homme lors de la compétition par équipe qui a opposé 2 grandes nations du badminton africain, l'Égypte et l'Algérie. L'ambassadeur béninois n'a pas manqué d'exposer son savoir-faire. Quant à Honorine Vitoou, elle passe son diplôme d'arbitre BCI. Notons que les deux ont déjà pris part aux Jeux paralympiques de Tokyo 2021 en qualité de juge de ligne mondiale en août dernier. Au Nigeria, le dimanche dernier, le béninois footballeur Nabil Yarou et son club Enyimba se sont qualifiés pour le dernier tour des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football. À l'issue de leur rencontre retour du second tour face à Diamba, où ils se sont imposés 3-0, le club de Aba composte son ticket pour la compétition africaine. Après cette étape du second tour, ils vont passer la dernière étape du cadrage qui va opposer les équipes éliminées du second tour préliminaire de la Ligue des Champions et celles ayant passé le second tour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Parlons record à présent pour finir. L'international égyptien Mohamed Salah devient le meilleur buteur africain de tous les temps en Première Ligue. Le dimanche dernier, lors de la large victoire de Liverpool face à Manchester United, 5-0 où le Pharaon a été auteur de 3 buts. À 107 buts à présent, l'Égyptien devance Didier Drogba 104 buts et son coéquipier de club Sadio Mané 100 buts. C'est tout pour Free Sport de ce mardi 26 octobre 2021. Merci à vous, Anaël Dou, pour la présentation de cette page des sports. J'installe à présent Nansrine Fatoumi qui vous présente l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres. Bélier, journée intéressante, vous vous montrerez très habile dans votre façon de manœuvrer. Vous éviterez de créer des jalousies tout en tirant parfaitement votre épingle du jeu. Vous avez une main de maître. Amis taureaux, vous avez du pain sur la planche. Vous allez sans doute rencontrer certains conflits avec des personnes assez conservatrices, mais vous aurez raison de vouloir apporter des modifications dans le domaine professionnel. Gémeaux, si vous êtes heureux en couple, sachez profiter de ces instants de bonheur. Votre bel équilibre amoureux ne sera guère perturbé par les écarts des autres. Vous resterez indifférent aux orages que vous pourrez susciter chez les autres célibataires. Quant à vous, votre charme sera très efficace. Natif du signe Cancer, des hauts et des bas, il pourrait y avoir des rivalités et des mesquineries autour de vous. Ne vous laissez pas intimider,
Mais attention, le climat astral rendra votre jugement chancelant en matière financière. Les propositions mirifiques ne sont pas très réalistes. Chers amis lions célibataires, vous aimez séduire et vous ne vous en privez pas. Veillez à ne pas attister les jalousies. La journée favorisera la vie de famille, en particulier les relations entre parents et enfants. Vous devrez être plus attentif aux désirs ou aux soucis de vos proches. Les relations de couple seront assez routinières, mais cela vous conviendra parfaitement. Vierge, excellente perspective professionnelle en vue. Toutefois, si vos idées ne font pas l'unanimité, ne vous braquez pas. Vous avez probablement un peu d'avance sur les autres. Un retard administratif ou un empêchement légal risque de repousser une rentrée d'argent de quelques jours. Amis Balance, si vous exercez un métier indépendant, vous avancerez à grands pas, sinon vous serez contraint de suivre le rythme de vos collègues. Rien ne sert de traîner, vous n'avez pas le choix. En revanche, vous aurez une plus grande liberté d'action dans le domaine matériel. Vous pourrez vous permettre de petits fantaisies sans mettre l'équilibre de votre budget en péril. Scorpion, vous prendrez un grand plaisir à utiliser votre pouvoir de séduction. Tous les espoirs sont permis si vous avez une personne en ligne de mire. Il vous suffira de faire le premier pas si vous vivez en couple. Vous chercherez à convaincre votre partenaire de sortir de votre routine bien installée. Chers Sagittaires, la journée s'annonce tonique côté cœur. Les astres vous promettent de belles heures, la franchise et la tendresse sont à l'honneur également et vous pourriez entrevoir de nouvelles perspectives dans le domaine professionnel. C'est le moment de lancer de nouveaux projets. Capricorne, l'espoir prendra le dessus. Aujourd'hui, votre créativité décuplera et vous obtiendrez de très bons résultats. Votre champ d'action pourra enfin s'élargir et vous accomplirez de grandes choses si vous laissez parler votre imagination. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, au cours de la journée, vous risquez d'être déstabilisé par des obstacles professionnels imprévus. Prenez le temps de la réflexion et tirez les leçons qui s'imposent. Vous devrez revoir votre organisation à l'avenir. N'ayez pas d'inquiétude, vous finirez par retomber sur vos pattes. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, cette journée n'est pas sans risque. Dialogue dessous avec votre entourage professionnel. Méfiez-vous des messages mal transmis ou mal interprétés. La vie professionnelle sera fatigante. Vous serez sous tension. Au contraire, dans le domaine financier, vous entrez dans une période plus favorable. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve demain mercredi avec le même plaisir, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur ESAE TV.